Bonsoir. Un rebondissement dramatique dans un fait divers déjà particulièrement sordide, une bombe dans un cinéma où se donnait un festival international du film juif, des réfugiés basques abattus sur le territoire français par les commandos du GAL, un jeune arabe tué à Miramas, une autre ratonnade à Menton avec là encore mort d'homme. Le sang, monsieur le ministre, le sang a beaucoup coulé en France ces 3 derniers jours. Alors les questions ce soir ne manquent pas sur cette actualité violente et disparate que les Français ont un peu tendance à amalgamer. Alors question sur la façon dont la justice est rendue dans ce pays, question sur le racisme et sur les responsabilités de ceux qui répandent la haine par leur discours, question sur la place grandissante que prend aujourd'hui dans le débat politique tout ce qui touche à la justice, à la sécurité et au châtiment. Et puis, question plus personnelle aussi, Monsieur Badinter. Quel effet ça vous fait-il à vous, l'avocat le plus célèbre de France, devenu aujourd'hui ministre de la Justice, de déchaîner les passions et de polariser sur votre nom tous les procès qui sont faits à la machine judiciaire française? Les prisons de France n'ont jamais été aussi pleines que sous votre règne, et pourtant, pour les Français, vous êtes celui qui passe son temps à libérer les voyous. Monsieur le ministre, vous allez avoir 1 heure pour plaider votre cause, 1 heure pour expliquer votre politique et commenter vos résultats, en répondant à Philippe Tesson, directeur du Quotidien de Paris, et aux 3 journalistes qui forment l'équipe permanente de l'Heure de Vérité, Albert Duroy, Alain Duhamel et Jean-Louis Le Senne, qui va vous poser tout de suite la première question au nom des téléspectateurs. Jean-Louis Le Senne, SVP. Robert Badinter, bonsoir. Beaucoup de questions pour vous ce soir ici à SVP. Des questions qui s'adressent au ministre de la Justice, bien sûr, mais aussi aux professeurs de droit et à l'homme. Au ministre d'abord, avec actualité oblige, un nombre impressionnant d'interrogations sur l'affaire du petit Grégory. Pourquoi cette affaire traite-t-elle autant? Comptez-vous prendre des mesures pour accélérer les choses? Ne regrettez-vous pas aujourd'hui de ne pas avoir reçu les parents? Et en marge, que pensez-vous du pouvoir démentiel des juges d'instruction? Pourquoi confie-t-on des instructions aussi délicates à de jeunes juges en début de carrière? 4 questions parmi beaucoup d'autres. Oui, alors ça fait beaucoup de questions et je pense qu'on y reviendra. Alors, si vous pouvez répondre peut-être brièvement d'abord, je suis sûr qu'on y reviendra ensuite dans le cours de l'émission. Oui, en ce qui concerne les questions posées, je serai bref. La lenteur, il s'agit d'une affaire criminelle particulièrement difficile, un drame humain qui touche profondément. J'aimerais qu'on se souvienne de tant d'affaires judiciaires importantes, comme ça, dans des milieux assez fermés. Et je pense en particulier à l'affaire Dominici. Ça n'est pas facile, vous savez, la recherche de la vérité. Et cela demande du temps, beaucoup de soins, et je dirais aussi beaucoup de sérénité, qui fait défaut à l'heure actuelle, malheureusement. Recevoir les parents, j'ai une règle absolue. Depuis que je suis garde des Sceaux, je ne reçois jamais, je dis bien jamais, aucun avocat d'aucune partie, dans aucune affaire, pas plus qu'aucune des parties. En ce qui concerne le pouvoir qu'on a qualifié tout à fait à tort de démentiel des juges d'instruction, non. Les juges d'instruction, ce sont des magistrats du siège. Ils ont en effet un grand pouvoir, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres juges qui ont un grand pouvoir et qui l'exercent de façon solitaire. Je pense en particulier aux juges des enfants, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont, toutes les femmes et tous les hommes de justice le savent, un considérable pouvoir. Les juges de l'application des peines, dont on parle encore moins, ils peuvent décider de la libération conditionnelle, décider des permissions de sortie. Le juge aux affaires matrimoniales, qui lui aussi décide de la garde d'enfants avec tout ce que cela signifie comme épreuve humaine. Partout, de grandes responsabilités. Alors simplement, le juge d'instruction, eh bien, je dirais qu'il est là, il est présent, il est mêlé au crime, il est mêlé aux faits divers, alors on parle plus de lui. Mais je le dis très clairement et dès le départ, je suis excédé et du procès qu'on fait à la justice française et de son injustice, et du procès qu'on conduit actuellement à l'encontre des juges d'instruction. Je tiens quand même à rappeler que ce sont des hommes qui exercent une fonction difficile, que ce sont des hommes qui ont des nuits difficiles avec de grands problèmes de conscience, que ce sont des hommes, on l'oublie parfois, qui payent de leur vie, leur courage dans l'exercice de leurs fonctions. Je veux rappeler aux téléspectateurs que les magistrats morts dans les dernières années, ce sont 2 juges d'instruction. C'est le juge Renaud
et le juge Michel. Et les mêmes journaux que je vois aujourd'hui s'impatienter à propos de tel juge d'instruction, je rappelle combien ils font, à juste titre cette fois-là, l'éloge de tel ou tel de ceux qu'ils appellent des petits juges. Alors justice aussi pour les juges d'instruction. Bon, monsieur le ministre, alors Alain Duhamel, pour un quart d'heure face à vous. Alain Duhamel. Bonsoir, monsieur le garde des Sceaux. Bonsoir. Alors naturellement, je vais commencer par l'affaire Grégory, parce que je crois que c'est à ce sujet que ce soir, beaucoup de Français se posent beaucoup de questions. D'abord, pour que les choses soient bien claires, est-ce que dans cette affaire, de près ou de loin, vous-même êtes intervenu? Est-ce que vous avez donné des instructions au parquet, par exemple? Enfin, est-ce que Robert Badinter a eu, d'une manière ou d'une autre, à intervenir en quoi que ce soit? Monsieur Duhamel, pour que les choses soient plus claires encore, et vous savez très bien quelle va être ma réponse, car vous la connaissez par avance, ouais, le garde des Sceaux ne peut pas, en public, évoquer quelque affaire que ce soit. S'il y a quelqu'un qui doit respecter le secret de l'instruction, on va dire qu'aujourd'hui, il est bien mal en point, c'est le garde des Sceaux. Donc, exclu de parler d'une affaire en cours d'instruction, et pour que ce soit plus clair encore, vous le savez, exclu aussi de commenter quelque décision de justice que ce soit. Or, dans les décisions de justice, il y a les mises en détention provisoire, comme il pourrait y avoir des ordonnances de non-lieu. Ça, c'est le respect de l'indépendance des magistrats. Loi absolue, je ne déroge pas. Navré de vous décevoir. Alors, je vais quand même essayer un certain nombre de choses, puis on va bien voir. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette affaire, c'est-à-dire dans les lenteurs, surtout les hésitations, voire les contradictions auxquelles on a le sentiment d'assister, puis dans le meurtre d'un inculpé remis en liberté, est-ce que vous y voyez, vous, un échec de la justice? C'est-à-dire que vous essayez par la bande de me ramener là où je ne veux pas aller. C'est-à-dire que, comme tout journaliste, j'essaye de vous poser des questions que les Français se posent. C'est ça. Mais je vous dis encore une fois, là, le Rien garde des là-dessus. Sceaux, non, c'est pas le... Bon. C'est pas le bon interlocuteur. Mais simplement, encore une fois, une référence. Vous rappelez les difficultés de l'affaire Dominici, pour ne parler que de celle-là. Toutes les affaires ne sont pas faciles. Il en est de très difficiles. Et dans les mondes très clos, quand il s'agit de drames comme cela, c'est encore plus difficile. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas la passion qui règne autour de l'affaire qui favorise la tâche de la justice. Quand dans un premier temps, c'est la gendarmerie qui est chargée de procéder à des recherches. Ce sont les officiers de police judiciaire. Et que, mais non, mais moi je ne critique pas. Non, je le rappelle. Et que dans un second temps, c'est la police judiciaire. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui sont démentis et d'autres qui ne le sont pas? Cela veut dire qu'on passe d'un corps de la police judiciaire à un autre corps de la police judiciaire. Si cela est mieux pour la justice, tant mieux. Bien. Quand on assiste, comme c'est le cas cette fois-ci, vraiment de façon aussi spectaculaire que possible, à une instruction qui est un peu, et là ça va vous permettre peut-être de me répondre en élargissant le propos, qui est un peu une instruction passoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est au courant de demi-vérités sans arrêt. Ces demi-vérités, on l'a vu et on le constate, alimentent des rumeurs. Et ces rumeurs, quelquefois, on l'a constaté, sont des rumeurs qui tuent. On l'a vu. Et on l'a vu cette fois-ci. Julien, mais je t'interromps tout de suite. Oui. Vous ne pouvez pas aller à une simplification de cette nature. Ce n'est pas bien, et je dirais que ce n'est pas juste. Ne parlez pas de... Il n'y a pas de rumeur. Rumeur qui tue. Il n'y a pas de rumeur. On ne peut pas savoir quelle est la cause d'un acte criminel. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir une seule, mais ne prononçons pas ce genre de jugement définitif. Alors, est-ce que le problème du secret de l'instruction, oui. Est-ce que le problème du secret de l'instruction ne risque pas, en étant traité de façon ouverte, j'essaie de prendre un mot neutre, risquer d'alimenter des rumeurs, lesquelles risquent à leur tour d'influencer? Oui, là où je vous livrerai alors toute ma pensée, c'est que, c'est-à-dire que je crois qu'il soit bon pour la justice que, à longueur maintenant de journée, on entende ainsi les avocats, les parties, les témoins, qu'on ait l'impression que les confrontations ont lieu maintenant dans les salles de rédaction, avec un micro toujours tendu. Je crois pas. Je crois encore une fois que la justice a besoin de plus de calme. Et que les juges ou les procureurs devraient s'abstenir de tout communiquer. On veut dire qu'ils sont liés par le secret de l'instruction et qu'ils se taisent considérablement, c'est bien en effet les juges et les procureurs. Parce que les avocats parlent, ô combien, ils s'empressent de faire valoir les moyens qui peuvent servir la cause de ceux qui le défendent. C'est normal. Ce sont quand même des vues qui sont par définition orientées.
Les Les témoins. partis défendent, Tous ceux c'est qui bien concourent normal, pas, la tous ceux cause. qui concourent pas à la procédure. Bien entendu, mais eux, les magistrats se taisent. Et je dis quelquefois, le secret de l'instruction, il ne joue plus que contre les magistrats. Alors, le vrai problème, c'est comment faire en sorte que la justice puisse fonctionner et que l'information puisse se faire. Je pense qu'on est en présence d'une difficulté actuellement qui tient peut-être à l'évolution même des techniques. C'est pas, les faits divers ont toujours passionné. Vous voyez, les journaux du XIXe siècle, on retrouve toujours les crimes, le récit. Enfin, c'est la presse écrite, et c'est la presse qui est généralement plus lente à se mettre en marche au XIXe siècle qu'aujourd'hui, toujours à cause des moyens de communication. Aujourd'hui, on est passé de la presse écrite à la presse audiovisuelle. Et alors là, ça n'est plus, vous disait Lazaref, qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui dans l'affaire Coco? C'est qu'est-ce qu'il y a depuis tout à l'heure? Alors, inévitablement, on se rend bien compte, il faut réagir sur l'instant. L'avocat pense inévitablement à la réaction qu'il peut y avoir sur la conscience collective de tel ou tel événement. Il se dépêche de prendre position. Il a tort de le faire publiquement. Enfin, on peut admettre cette pression, cette réponse. Même chose en ce qui concerne les partis. Et alors, tout cela Et les témoins. pèse. Même chose pour les témoins. Bon. Alors, Le secret qu'est-ce de que la- vous recommandez? Alors, moi, je pense pour ma part, d'abord qu'il faut une meilleure prise de conscience. Vous avez peut-être remarqué que ce qui est exceptionnel, il y a 15 jours de cela, le procureur général a diffusé un communiqué dans lequel il ne disait rien d'autre que ceci: nous sommes à un tournant d'une affaire très difficile, avec des résonances humaines très profondes. Je demande instamment à toute la presse de concilier la liberté de l'information, qui doit être absolument respectée, avec toutes les réserves possibles à propos des personnes, dans des circonstances comme celle-là. Mais On en ne peut pas dire pratique- qu'il a été bien suivi, n'est-ce En pas? pratique. Alors, en pratique, eh bien, en pratique, je crois qu'il faut que la justice, puisque nous sommes dans une société de communication, je dirais, maîtrise mieux à son tour la communication. Alors comment? D'abord, je demanderai à présent au procureur de la République de publier plus souvent, et je dirais peut-être dans un style moins juridique, moins abstrait, plus accessible, des communiqués. À chaque fois qu'il faudra donner une précision, qu'on sache que ceci est le point de vue du parquet. C'est-à-dire en dire plus directement. En dire plus directement sous forme de communiqué. Et à l'extrême, eh bien, on pourra concevoir, en présence d'une contre-vérité flagrante par rapport à un élément décisif d'un dossier, la légende ou la rumeur commence à se répandre. Par exemple, on cite une partie d'une expertise et pas le reste. Eh bien, dans ce cas-là, on peut envisager que le juge d'instruction, en accord, ou bien le président de la juridiction, en accord avec lui, le président de la juridiction, à la demande du juge d'instruction, en tout cas qu'un communiqué émane du siège aussi. Vous voyez, Donc on combat les rumeurs. de façon à ce que les choses soient précisées. Et je dirais précisées par ceux qui n'ont aucun intérêt dans l'affaire. Alors, aussi, je crois, voyez-vous, M. Duhamel, qu'il faudra aller au-delà. Et je vais dans 15 jours à l'École nationale de la magistrature. J'y vais tous les ans, quelquefois 2 fois par an. Il y a une nouvelle promotion d'auditeurs. Eh bien, il faut maintenant que les magistrats se familiarisent mieux avec la communication. Et je crois que dans les grandes juridictions, eh bien, il y aura un magistrat qui, je ne dis pas sera chargé de la communication, mais qui y veillera. Bref. Comme dans l'armée. Comme dans l'armée où il y a un officier chargé des relations avec l'extérieur. Les effectifs sont plus... Non, pas chargés nécessairement comme ça de relations publiques. Non, chargés de veiller à ce que la communication se fasse mieux. C'est l'intérêt général. Nous ne pouvons pas avoir une justice qui soit hors de la cité. Il faut qu'elle puisse s'exprimer. Mais elle doit faire attention. Sur un point précis, vous ne me parlerez pas de l'affaire, je sais. Sur un point précis, on a vu la place dans l'opinion que prenaient maintenant des expertises, le cas échéant présentées partiellement, et puis on a vu aussi des renversements d'expertise. Est-ce que ça ne pose pas un énorme problème justement d'information? Est-ce que quand on a ça donne le sentiment que c'est quelqu'un qui est plutôt a priori un futur inculpé, et puis ensuite que c'est quelqu'un d'autre, et sur des bases en partie scientifiques? Oui, là aussi, 2 rappels. Le premier, la vie judiciaire, l'histoire judiciaire, elle est pleine de problèmes d'expertise qui débouchent sur telle conclusion, ensuite nous en avons telle autre. L'affaire Dreyfus, Marie Bénard, Oui, pour ne bien citer sûr. que les plus illustres. Donc les magistrats, évidemment,
reçoivent l'avis des experts, moi, ils y font attention. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se précipiter pour tirer une déduction ou une conclusion définitive à partir d'une expertise. Et puis alors, ce que je voudrais rappeler, M. Duhamel, c'est qu'il faut que nos concitoyens, que les Français sachent bien que l'inculpation, ça n'est pas la condamnation, que l'inculpation en France, cela veut dire qu'il se trouve dans le dossier des charges contre un justiciable, mais seulement des charges qu'il est encore présumé innocent. Et l'inculpation, je le disais toujours à mes étudiants, elle a une fonction qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle déclenche les droits de la défense. Si on inculpe, ça n'est pas seulement parce qu'on désigne du doigt, ce n'est pas ça l'inculpé, c'est parce que la loi veut, le droit veut, que l'inculpé puisse, grâce à son avocat, avoir connaissance du dossier et préparer sa défense, parce qu'on est en présence de charges. Vous voyez, cette espèce de confusion dans les esprits. On inculpe, c'est le coupable. Non, c'est un homme contre lequel il y a des charges. Les charges, ça se combat. Je dirais que la défense est là pour ça, et à partir de ce moment-là, eh bien, on assiste à un deuxième temps de l'instruction. Mais cette conclusion immédiate, il est inculpé, il est tout coupable. Et alors ensuite, on dit, comment il a été inculpé? Mais quoi, il peut y avoir un non-lieu, donc c'était une erreur judiciaire? Non, c'est la démarche de la loi. Alors, sur cet aspect des choses, j'ai encore deux dernières questions à vous poser, puis ensuite on passera à autre chose. Oui. La première, en dehors de ce à quoi vous êtes en train de songer, que vous nous avez expliqué à propos des magistrats et de la communication éventuelle dans certains cas, etc. Vous qui avez une expérience étendue de ce genre d'affaires difficiles, est-ce que vous connaissez des moyens pour empêcher des rumeurs de détruire ensuite l'existence, quelquefois, pas l'existence forcément physique, mais simplement l'honorabilité, donc la vie de quelqu'un qui a été mis en cause à tort et le cas échéant de façon approximative? Est-ce que vous voyez une parade à ça? J'en vois deux. Peut-être pas suffisantes, mais j'en vois deux. La première, M. Duhamel, c'est opposer à la rumeur la précision qui tue la rumeur. Et c'est le communiqué que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, la deuxième, beaucoup plus difficile, c'est une sorte d'exigence à l'égard de soi-même et des autres, qui fait que si on rapporte telle rumeur, eh bien on ne l'accrédite pas parce qu'elle paraît sensationnelle ou neuve. On attend. Dans les écoles de journalisme aux États-Unis et en France aussi, je crois, on dit rien ne vaut si cela n'a pas été vérifié à plusieurs sources. Cette démarche prudente gagnerait à ne pas être oubliée à la sortie de l'école souvent. Alors, la dernière question que je voulais vous poser sur ce sujet, est-ce qu'au fond, quand on voit l'ensemble de l'œuvre que vous avez ébauchée ou accomplie, comme on veut, depuis que vous êtes là, et puis qu'on est brusquement projeté dans une affaire de ce genre, où on a un sentiment que derrière une pellicule de civilisation, il y a tellement de haine, de violence, de jalousie qui viennent à nu comme ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer une justice du XXIe siècle pour une mentalité du XIXe? Ou peut-être antérieure au XIXe. Oui, mais c'est parce que je voulais être gentil. Le vieil homme. Non. On ne peut pas ne pas avoir la justice de son temps. Vous avez dit, M. Duhamel, l'œuvre que j'ai ébauchée ou accomplie, disons que j'ai entreprise. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais c'est vrai. C'est vrai que au niveau des mentalités, le travail est constant. Est-ce que des progrès ont été réalisés suffisamment? Je crois qu'il y en a eu. Je crois que quand il y a comme ça une explosion qui est liée à un drame judiciaire, le vieil homme revient facilement au galop. Alors là, M. Duhamel, ce n'est plus une réponse judiciaire. C'est toute la société qui peut s'interroger. Mais moi, qui en charge la justice, je dis très clairement, assez. Assez. Retour à la sérénité. Retour à la confiance dans la justice. Le calme, la paix. Ça se commande? Ça Cela se déclenche? se demande si cela ne se commande pas. Et vous savez, c'est cette demande que je fais à cet instant. Que la justice soit laissée à elle-même, qu'elle fasse son œuvre.
Alors je voudrais commencer au moins un autre thème qui d'ailleurs est tout à fait lié à ce que vous venez de dire. Quand on voit l'ensemble des attentats qui ont eu lieu ces derniers jours, attentats antisémites, attentats anti-arabes, attentats anti-musulmans, attentats anti-basques, etc., est-ce que vous avez le sentiment, sincèrement je veux dire, sans en rajouter, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a en France en ce moment une brusque accentuation du racisme ou pas? D'abord, une observation, M. Duhamel, que je me passionne. Je ne suis pas de nature à en rajouter, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, je vais vous répondre. C'était pas une remarque, c'était une volonté de sérénité de part et d'autre. Je vais vous donner mon sentiment. Il y a des attentats du type de ceux qui viennent d'être commis là, dans cette salle de cinéma. Il est difficile de dire si on est en présence d'une action de terrorisme international. Dans ce cas-là, il y a quand même une forme de racisme. Je veux dire, c'est le cas où, si en effet c'est le djihad, c'est sous l'antisionisme. C'est ça, disons que c'est du racisme importé. Oui, sous l'antisionisme, qu'est-ce que ça veut dire à cet instant-là? Parce qu'il y a des Israéliens en opération au Liban, alors on doit tuer des Juifs assis dans une salle de cinéma à Paris. Donc c'est vraiment ici l'antisémitisme qui est camouflé sous le drapeau de l'antisionisme. Mais c'est un acte de terrorisme international. Ça n'a rien à voir avec le racisme à l'intérieur du pays. Par contre, tout le reste, je veux dire... ce à quoi on a assisté, un Maghrébin tué ici, un autre là, ces violences, et puis une multitude d'incidents quotidiens. Moi, je vois ce que les parquets me signalent, le racisme ordinaire, et puis le racisme de violence. Cela, je crois, je crains, M. Duhamel, qu'il ne soit en train de monter dans le pays. Alors, il y avait, si j'ose dire, les conditions objectives qui facilitent les explosions de racisme. Il y avait la crise, il y avait l'insécurité, il y avait l'immigration, il y avait tout ce qu'on veut. Bon, puis brusquement, on a le sentiment que depuis quelques mois, c'est quelque chose qui s'accélère. Et je pense que ce que vous venez de dire correspond à ce sentiment. Pourquoi est-ce que ça cristallise plus brusquement maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de gens qui brusquement passent un seuil qui est, disons, de l'exaspération au départ, ou de la fureur, ou de la haine, et puis qui brusquement devient un acte de violence? Qu'est-ce qui fait que c'est en ce moment que ça se passe? Là aussi, il faut être prudent. Cependant, je crois d'abord que, à part les causes économiques que vous avez évoquées, c'est très important. Le rapport, ça j'en suis convaincu, chômage, action contre les immigrés, etc., c'est certain. Mais à part les causes économiques, il y a autre chose. Parce que c'est une montée, et à un moment donné, on assiste à l'explosion, mais ça se prépare. On voit d'abord affleurer. Mais il y a des seuils. Il y a des seuils, et d'un seul coup, on franchit un seuil. Mais avant, il y a la longue progression. Bien, je crois que pendant des décennies, on a vécu sur l'interdit absolu qui résultait de la guerre. Le racisme, c'était le nazisme. Le racisme, c'était les millions de juifs qu'on a envoyés à Auschwitz parce qu'ils étaient juifs. Donc il y avait une liaison dans la conscience de tous les Européens, des Français aussi, entre racisme et nazisme, et qui faisait que ce n'était pas possible. C'était barré. Et puis les années ont passé. Il y avait aussi en même temps des formes de racisme dans les guerres coloniales. En même temps, à la même époque. C'est vrai. Ça n'est pas vrai de la même façon, en ce sens que cela se passe, c'est cruel ce que je vais dire, mais ailleurs. Et qu'ici, c'était là. Il n'empêche que nous luttions aussi à Paris contre ce racisme-là. Et que je me souviens très bien des temps si difficiles où, je rappelle, avec mes amis du comité Audin, on luttait d'une façon forcenée pour que la vérité se sache. Je vous ai parlé des Arabes qu'on jetait dans la Seine. C'est exact. C'est exact, mais il y avait d'abord le fait que son propre racisme, je parle d'une communauté nationale, elle n'aime pas le voir. Deuxièmement, que ça restait des actes individuels. Il y avait quand même cette barrière formidable. Puis le temps a passé. Et puis d'autres nouvelles générations sont venues. Et il y a aussi
ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait qu'on a assisté dans tant de meetings, dans tant de discours, à une espèce de réapparition, oh, je ne dis pas de l'appel au racisme, mais vous savez, quand même, il y avait des connotations, des utilisations Vous croyez que de c'est ça qui a passions racistes. déclenché ? À ce moment-là, tout devient possible. Quand on se réunit, qu'on est très nombreux, qu'éclate le mépris pour celui qui est l'autre, l'arabe, le bougnou, ce que vous voudrez, il y a des rires complices, la censure saute et le racisme apparaît. Alors, et alors là, oui, dernière question. j'aurais voulu continuer un instant, juste un instant, parce que je trouve que c'est très important. Et alors là, vous voyez, je crois que l'essentiel, c'est pas dans les lois. Nous avons encore amélioré les lois, vous le savez, les associations peuvent maintenant se constituer partie civile dans ces cas-là. Bon, les parquets sont vigilants, les réquisitions sont très fermes. La justice fait ce qu'elle doit. Non, au niveau des consciences, je veux dire, la prise de conscience du racisme, eh bien, elle est tout à fait essentielle au niveau de la jeune génération. Et quand il y a des actions comme celles qui ont été conduites, et le badge, etc., touche pas à mon pote. Alors certains disent, mais est-ce que... récupération? Non. Parce que ça monte de la jeunesse elle-même. Et le racisme, on ne peut le combattre que dans les cœurs. Et pour atteindre les cœurs, eh bien, il faut que ces jeunes gens aient le sentiment d'être directement impliqués. Alors, c'est, si vous voulez, par rapport à ce que je considère comme si détestable parce que le racisme, ça touche l'âme d'un pays, eh bien, ces réactions-là, elles me donnent de l'espérance. Mais quand vous dites ça, c'est ma dernière question. Quand vous dites ça et quand vous et vos amis faites ça, est-ce que, au fond, vous ne vous attaquez pas à l'idéologie raciste, aux manifestations d'idéologie raciste et pas aux racines matérielles du racisme? Vous voulez dire que le combat resterait simplement intellectuel? Non, c'est pas ça Non, que je veux dire. pas. J'ai essayé de Oui. ne pas caricaturer ce que vous disiez, ça n'est pas du tout ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, et sans doute on doit, enfin sûrement même, attaquer les manifestations extérieures, les manifestations affectives, bon mais en dessous, il y a eu des racines qui font que le racisme peut exister. Monsieur Duhamel, la lutte contre le racisme, ça ne se divise pas. C'est comme la liberté. La lutte contre le racisme, monsieur Duhamel, on la mène à tout moment, toute sa vie et de toutes les façons. Alors vous n'avez pas tort. Il y a la lutte par les idées. Il y a aussi la lutte dans les faits. Il y a aussi la lutte quotidienne. Oui, il y a l'urbanisation aussi, il y a des Bien choses sûr, comme ça qui sont... Bien sûr. Et quand je disais la lutte quotidienne, je veux dire, et j'en viens à ce rapport de l'homme à l'homme, là, le touche pas à mon pote. Ne pas supporter que devant soi on insulte. Ne pas supporter qu'on se laisse aller à des violences. Ne pas supporter non plus qu'il y ait cette discrimination quotidienne. Et puis alors, en effet, mais ça, ce sont des problèmes autres, c'est le problème de l'urbanisme qui est né. Etc. Là, c'est une autre réflexion. En un Mais mot, ce que je voudrais bien ajouter, c'est une totalité. En un mot, est-ce que vous connaissez un peuple non raciste? Vous voyez, mon silence fait que je pourrais dire que j'aimerais vous répondre oui. Je crois qu'il doit en exister. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des peuples qui sont saisis par le racisme et d'une certaine façon, ils y lèrent leur âme. Monsieur le garde des Sceaux, nous allons retourner à SVP pour voir comment ce discours est entendu. Y a-t-il des questions sur ce Oui, point? monsieur le ministre, beaucoup de questions sur le terrorisme ici. Un directeur de société de Bayonne vous demande votre sentiment sur la banalisation du crime politique, notamment avec le meurtre de vendredi à Bayonne. Faut-il accepter que des étrangers viennent régler leurs comptes sur le sol français? Et autre question d'un antiquaire de Bruxelles, pourquoi le gouvernement français n'accepte-t-il pas l'extradition des terroristes italiens réclamés par la communauté européenne? Ne craignez-vous pas, en donnant l'asile à ces réfugiés, de faire de la France la patrie du terrorisme? Oui, sur la banalisation du crime politique, hors de question. Bon, le crime, moi, n'est jamais banal. Il doit être poursuivi et il doit être sanctionné. Et sanctionné avec fermeté, quel qu'il soit. Alors, je rappellerai simplement que dans toutes les affaires, je dis bien dans toutes les affaires
qui ont été jugés récemment, dans les dernières années, que ce soit en correctionnel ou que ce soit à la cour d'assises, les réquisitions, les demandes faites par l'avocat général ont toujours été très sévères et les condamnations prononcées par les jurés et par les magistrats ont toujours été sévères. Alors maintenant, en ce qui concerne cette demande de l'antiquaire belge à propos des terroristes italiens, ceux qui sont en France, je répondrai très clairement. Ils sont venus en France, c'était là d'ailleurs pour une grande partie avant 1981, et en ce qui concerne les demandes d'extradition, nous avons en 1982 publié des critères d'extradition. Des critères d'extradition qui respectent toutes les exigences du droit, mais qui marquent bien que si, sérieusement, avec charges précises à l'appui, on se trouve en présence d'une demande à l'encontre d'un homme qui aurait commis un crime de sang, qui aurait du sang sur les mains, à cet instant-là, nous extradirions. Je le dis très clairement. Je l'ai même déjà déclaré en 1982. Prenons par exemple le cas d'assassins d'Aldo Moro. S'ils étaient réfugiés en France, ils seraient extradés. Une autre question, Jean-Louis Le Senne. Question d'un retraité de Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de questions sur l'abolition de la peine de mort. Est-ce démocratique d'avoir supprimé la peine de mort alors que 70% des Français ne le voulaient pas? La réponse est très simple et immédiate. Il n'y a rien de plus démocratique que le respect des institutions, et la peine de mort, c'est une disposition, plutôt c'était une disposition du Code pénal. Le Code pénal, ça relève de la loi, et la loi, ça relève du Parlement. Et je vais plus loin. On n'a peut-être pas assez fait attention au fait que l'abolition de la peine de mort a été votée en France non seulement à l'Assemblée par une majorité qui dépassait la majorité de gauche, mais aussi a été votée en première lecture par le Sénat, qui est, chacun sait, composé de telle façon qu'il y a une majorité de droite. Donc, sur ce point, le consensus a été atteint. Le référendum n'est pas possible en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Cela n'aurait pas été constitutionnel. Donc, nous avons respecté la Constitution. Et pourquoi la France ne ratifie-t-elle pas le 6e protocole de la Convention des droits de l'homme qui rendrait l'abolition de la peine de mort irréversible? Non, ça ne la rendrait pas irréversible au sens où on l'entend, c'est-à-dire que plus jamais on ne pourrait la rétablir. Ce n'est pas exact. Ça la rendrait non rétablissable par l'article 16 de la Constitution. Non. Si vous me permettez, M. Lurieux, je vais être précis sur ce point. Cela veut dire que l'abolition de la peine de mort s'intègre dans l'ensemble convention plus protocoles annexes. Cela est consacré, l'abolition, comme étant un des droits de l'homme. Ce n'est pas rien, et je demande à tous les Français de s'en souvenir. Cela veut dire que la totalité de l'Europe, en signant cette convention, a mis hors la loi la peine de mort. Alors, signature, ratification, vous savez que ce n'est pas la même chose. Signature, le gouvernement français a signé. À ratifier, là, nous avons une difficulté particulière. Je la marque très clairement. C'est une difficulté qui tient à la Constitution. La question que se posent les juristes, c'est est-ce que l'article 16 est incompatible avec la ratification? Pourquoi? Parce que l'article 16, c'est celui qui donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels dans des circonstances exceptionnelles, et dans le cadre de ces pouvoirs exceptionnels, on considère qu'il peut y avoir une modification de la loi pénale. Alors là, nous sommes en présence d'une question qui est une question constitutionnelle. Dont on peut sortir comment? Eh bien, écoutez, on peut s'en sortir très difficilement. On peut s'en sortir en utilisant la procédure de consultation du Conseil constitutionnel, qui donnera son avis. On peut s'en sortir aussi, mais cela ne me paraît pas à moi être la meilleure voie, en utilisant la procédure
qui est d'abord le débat parlementaire, puis l'avis du Conseil constitutionnel. Ça, je ne crois pas que ce soit la bonne voie. Mais c'est une difficulté très sérieuse et sur laquelle les juristes s'interrogent. Je vous dirais très franchement, pour ma part, je verrais une façon très simple de résoudre la question. Ce serait de supprimer l'article 16, que je considère comme ne devant pas être dans l'arsenal d'une démocratie, sauf, je le marque, en temps de paix. Nous le supprimerons comment? Il faut un référendum, une modification de la Constitution. L'époque et le climat politique, monsieur De Virieu, ne s'y prêtent pas. Bon, alors, Philippe Tesson, pour un quart d'heure. Je dis bien pour un quart d'heure, Philippe Tesson. Monsieur le ministre, j'aimerais vous interroger essentiellement sur deux sujets. Votre œuvre, d'abord, comme dit Alain Duhamel, et ensuite les mères porteuses. Et si nous en avons le temps, j'aimerais, si vous le voulez bien, revenir aussi sur le racisme. À propos de quoi votre réponse précédente ne m'a pas totalement satisfait. Si vous voulez, on peut commencer par là, parce peut-être que c'est un pas, sujet tellement important. Peut-être pas, parce qu'il me semble que la question concernant votre œuvre est plus urgente. Puisque je ne partage pas votre analyse concernant le racisme, je considère que les manifestations auxquelles nous assistons actuellement relèvent davantage d'une espèce de protectionnisme ou une sécuritaire que d'une réaction sécuritaire, que d'un véritable mouvement raciste. Enfin, Monsieur Tesson, quand je parle là du racisme quotidien, la liste des profanations qui interviennent dans les cimetières, ou quand je relève les violences qui sont exercées, difficile de dire que ça relève du sécuritaire. Non, il y a du racisme. Oui, comme il y en a toujours eu. Je crois plus. Je ne crois pas, je suis sûr, avoir le nombre. Et si vous voulez, nous en parlons tout à l'heure. Bon. Je voudrais d'abord vous interroger sur votre œuvre. Vous aviez annoncé un code pénal, monsieur le ministre. C'était il y a, si je me rappelle bien, il y a bientôt 4 ans. 3 ans et demi, c'est ça. C'était devant l'Assemblée au moment du débat sur l'abolition de la peine de mort. Or, vous l'aviez annoncé pour l'automne 82 même, je crois, à cette époque. Or, nous sommes au printemps 85 et il n'y a toujours pas de code pénal. Alors, cet ajournement m'amène à me poser une question plus fondamentale, plus large, relative justement à votre œuvre, à votre bilan. Mais il n'entre pas du tout d'intention polémique dans ma question, et la meilleure preuve en est dans ceci que j'estime que vous avez fait beaucoup de choses, énormément de choses, et même vous avez fait passer des réformes extrêmement importantes et que sans doute l'histoire retiendra. Vous avez aboli la peine de mort, vous avez supprimé les juridictions d'exception, vous avez fait voter une loi d'amnistie, enfin, etc., etc. Vous allez peut-être faire abolir l'article 16, si j'entends bien, en tout cas y contribuer. Enfin, je vais dire moi-même, ça ne me paraissait pas dans la conjoncture actuelle possible. Peut-être. En tout cas, il s'agit essentiellement, toutes ces réformes dont vous avez été l'initiateur, que vous avez fait passer, sont essentiellement des réformes symboles. Ce sont des réformes extrêmement spectaculaires, je répète, essentielles, mais statistiquement, si je puis dire, négligeables. Elles sont des symboles historiques très forts. Elles expriment un souci philosophique très estimable, un souci moral très estimable. Mais elles ne répondent pas, si je puis dire, à la préoccupation des citoyens et des justiciables. Elles ne s'inscrivent pas dans l'ordre du quotidien. Ce sont des réformes historiques. Alors, votre question, finalement. C'est très important, mais ce préambule est très important, car si je regarde bien, il n'y a pas de code pénal. La justice du quotidien, comme on dit. Il y en a quand même depuis Napoléon. Enfin, mais non, il n'y a pas ce fameux code pénal annoncé par M. Badinter en 81. La justice du quotidien est toujours aussi lente et aussi courtelinesque, ou à peu près. Le code civil, vous n'y avez pas touché. Et pourtant, il s'agissait de changer la société quand vous êtes arrivé au pouvoir. Quand on veut changer la société, on modifie le code civil, qui date lui aussi d'environ 200 ans. Même les extraditions, qui est un problème dont vous vous flattez, pour lequel vous avez fait beaucoup, vous avez fini par composer avec. Alors, d'un côté, et c'est ça, voilà le sens de ma question, d'un côté, il semble que vous ayez fait énormément, et même que vous ayez fait trop, et de l'autre côté, que vous ayez fait trop peu. Et je voudrais savoir pourquoi, si vous vous interrogez là-dessus. Est-ce que c'est parce que vous avez réfléchi? Est-ce que c'est parce que vous êtes modéré? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que M. Mitterrand n'est pas Napoléon? Enfin, il y a forcément une raison, je voudrais la connaître ce soir. Je vais faire toute une révélation, je ne suis pas Cambacérès. Les choses étant ce qu'elles sont, M. Tesson, je suis très content de votre question. J'ai failli vous interrompre
devant l'inexactitude Vous auriez du eu du propos. mal. Non, et puis j'ai eu un certain contentement à entendre parler d'histoire, de symboles, ça me faisait plaisir, alors je vous ai laissé aller. Alors je vais vous dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pardonnez-moi. J'en étais sûr. Vous êtes complètement à côté de la plaque parce que c'est tout à fait pardonnable dans votre cas, vous ne vivez pas la réalité judiciaire. C'est-à-dire que vous n'avez jamais suivi tout ce que depuis modestement, opiniâtrement, tenacement, depuis 3 ans, nous faisons pour améliorer le fonctionnement de la justice. Où est le code pénal, monsieur le ministre? Où Si est vous le voulez nouveau bien, code vous m'avez pénal? parlé de la justice au quotidien, ensuite je passe au code pénal, et sur un instant, on finira aux extractions. Mais d'abord, la justice au quotidien. Alors vous me dites, vous étiez là, perdu, vous, sur les hauteurs. Non, non. Depuis 1982, avec un budget, vous le savez, 1,05%, il fallait être rudement bonne ménagère. Je me suis acharné, nous nous sommes acharnés à la chancellerie à essayer de faire changer cette justice, de la moderniser. Dans ce budget, j'ai eu 15% d'augmentation en 3 ans. Dans ce budget, M. Tesson, vous savez, 108% d'accroissement de l'informatique. À la minute où je vous parle, choix décisif vers la bureautique et l'informatique, 15% du parc national de toutes les machines de traitement de texte de la fonction publique en justice. M. Tesson, la productivité judiciaire, elle s'est accrue de 18% au niveau des cours d'appel, de 12% au niveau des tribunaux de grande instance, au niveau des conseils des prud'hommes, de 55%. Quand je dis la productivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on juge beaucoup plus d'affaires, sans avoir beaucoup plus de moyens. Donc mieux. Monsieur Tesson, vous me dites, la justice, les délais, nous avons demandé à tous, les magistrats, ils y ont mis beaucoup du leur, les fonctionnaires, ils ont répondu, les avocats, s'associer aux autres pour arriver à quoi? De nouvelles procédures allégées, une nouvelle façon de traiter les contentieux. Résultat, je les ai là. Je vous disais, la production s'est augmentée, je vais ajouter en chef d'entreprise, les délais de livraison se sont raccourcis. 1984, il fallait ça, c'est passé, vous me direz, c'est peu de choses, c'est la première fois depuis 10 ans qu'on inverse la tendance, de 20 mois et demi à 18 mois et demi au niveau des cours d'appel. Dans l'ensemble des cours d'appel? Dans l'ensemble des cours d'appel pour l'année 1984. Tribunal de grande instance, Oui. de 13,7 à 12,5. Mais on n'en est pas encore à expédier les affaires plus vite qu'on ne les reçoit. Donc, je veux On dire, en est maintenant on n'est pas à réduire le stock la d'affaires. résorption du stock. On n'est pas à réduire le stock des On affaires en en est à la souffrance. Si, résorption vous du dites stock. si. Et dans certaines Dans toutes les cours d'appel. Non, j'ai dit ça, c'est la moyenne nationale. Donc le progrès est partout, sur la moyenne nationale. Mais dans certaines juridictions, on est allé plus loin. À Où, Poitiers. grâce aux magistrats d'avocat, à Nancy, j'étais à Rennes, j'étais à Grenoble, j'étais à Poitiers, il y a partout des progrès. Et cela, voyez-vous, je crois que c'est irréversible. C'est-à-dire qu'il naît un nouvel état d'esprit dans la façon de considérer la justice institution. Alors évidemment, j'en parle, mais en dehors de cette chance que j'ai ce soir, ça n'intéresse personne en dehors des professionnels. Mais c'est pour vous dire que je suis aussi... Ça intéresse tout le monde. Et je vous parle justice, vous me répondez informatique, monsieur. Parce que l'informatique sert la justice, ce n'est pas pour le plaisir de parler informatique. Alors maintenant, j'en arrive au code pénal. C'est pour vous dire à S'il quel vous plaît, point c'est j'étais au l'essentiel de la fourneau en train question. d'y travailler. Non, parce que les délais, ça compte. Quand on attend un divorce, ça compte pour régulariser, comme on dit, sa situation. Quand on attend de récupérer son appartement, ça compte. Quand on attend une indemnité de licenciement, ça compte beaucoup. Donc ces batailles-là, pour la vie quotidienne des Français, ça compte. On les a menées. Alors maintenant, parlons du code pénal. Alors, le code pénal, M. Tesson, puisque vous êtes tellement intéressé à sa parution, je vais vous faire plaisir. Nous avons fini la partie générale, nous avons fini les 2 premiers livres, ça fait 410 articles. Alors c'est vrai que ce n'est pas une mince tâche. C'est vrai que maintenant, il va partir au Conseil d'État et je vais le soumettre au Conseil des ministres, les lignes générales du code pénal. Ça ne sera d'ailleurs pas terminé, monsieur. Quand ça? Dans quel délai? Dans le courant avril. Car moi, j'ai fini les 3 premiers livres. Enfin, nous, la commission du code pénal et la direction des affaires criminelles et la chancellerie. L'œuvre est prête. Ça Et sera le pas fini. Parlement l'examinera, c'est Alors, avant la juste fin de la législature? À propos du code pénal, là, nous sommes en présence d'une exigence. Vous avez dit code pénal de Napoléon, c'est vrai. On a encore, d'une certaine manière, le code pénal de Napoléon. Très changé, très modifié, mais enfin, c'est encore le code pénal de Napoléon. Ça n'est plus le code pénal de notre temps. Alors, le code pénal de notre temps, qu'est-ce que c'est un bon code pénal? C'est celui qui correspond à la fois aux exigences de la défense de la société et en même temps celui qui traduit la philosophie d'une société. Vous savez, moi, le code pénal, je ne peux pas le considérer comme le code pénal d'une majorité ou d'une législature. Il est le code pénal des Français ou sinon il n'est rien. Alors, comment y parvenir?
je pense à une procédure parlementaire nécessairement différente et originale. Pourquoi ? Parce que sinon, vous imaginez, avec la partie sûreté de l'État, on sera bientôt dans les 500 articles. Bon. Alors, comment faire pour, à la fois, faire que ce code pénal soit le code de tous les Français et faire que le Parlement puisse le conduire à son terme? Eh bien, quand l'avant-projet sera passé au Conseil des ministres et devenu projet, il sera déposé à l'Assemblée. À l'Assemblée, le rapporteur qui sera nommé pourra, à ce moment-là, j'en ai parlé avec M. Poher, j'en ai parlé avec le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, avec le président de la Commission des lois du Sénat, tout le monde est d'accord. M. Mermaz aussi. Nous allons avoir une commission qui existe et qui sera mixte. C'est-à-dire que vous aurez à la fois des députés et des sénateurs, représentant toutes les tendances, tous les partis, et qui travailleront avec le rapporteur, de façon à ce qu'on voit bien les points d'accord. Ils seront infiniment plus nombreux, Monsieur Tesson, que les points de désaccord, j'en suis convaincu. Et aussi les quelques points de désaccord. J'ajoute qu'il faut que cette commission puisse entendre des experts, des psychiatres importants, des surveillants de prison, qu'il faut aussi qu'on entende des professeurs de droit. Bref, toute une série d'auditions. Vous parlez d'information au début, je dirais volontiers, j'aurais souhaité qu'elle soit publique. Et puis, eh bien, au Parlement de travailler. Alors vous me direz, mais je m'interroge, vous ne serez plus là. Je réponds d'abord, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, j'aurais fait ma copie. Ce qui compte, c'est une méthode. Ce qui compte, c'est que ce soit l'expression de notre temps. Vous voyez qu'un Parlement aura le courage politique, à la veille de l'élection législative, d'aborder les problèmes de sécurité? Et que vous n'aurez pas autre chose que le travail en commission. Mais ce sera déjà considérable, puisqu'encore une fois, ça ne peut pas être autre chose que cette expression. Donc ce sera pour la législature suivante. Législature suivante, mais ça s'arrêtera pas là. Je crains que ça aussi, car il y aura le droit pénal du travail, le droit pénal de la santé, le droit pénal de l'environnement, le droit pénal des transports. C'est une encyclopédie, donc cela se poursuivra. Mais ce que je voudrais marquer, c'est que j'étais à la recherche de ce qui est dans notre société, la société française aujourd'hui, qu'on dit tellement conflictuelle, tellement divisée. J'étais à la recherche de ce qui constitue la base, le fondement de cette société, ce sur quoi nous sommes tous, à l'exception de un tout petit nombre d'extrémistes, nous sommes tous d'accord. Notre société, elle a un consensus, elle repose sur les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, quand on examine, on se dit c'est quoi? C'est d'abord le respect de la personne humaine, c'est la prise en considération de la personne humaine. Et alors, par rapport à ce code Napoléon que vous évoquiez tout à l'heure, vous le savez, c'est la société de 1810, l'ordre de l'État. Ici, toute la partie qui est consacrée à ce qu'on appelle le droit spécial, eh bien, elle est axée sur le respect de la personne humaine. C'est-à-dire que ce code pénal, c'est le code pénal de la défense de la personne humaine. L'intégrité physique, mais aussi la dignité, mais aussi la personnalité, mais aussi l'intimité. Bref, la personne humaine dans tous ses attributs. Alors, quand je vous disais, moi, je me fais une joie d'atteindre les jours heureux des travaux avec la commission mixte. Et croyez-moi, je suis sûr que nous en sortirons. Bien. Alors, on parle un peu des mères porteuses, si vous voulez bien. On rejoint la personne humaine. Vous avez pris à Vienne, au cours de la réunion des ministres européens de la justice, une position extrêmement tolérante, libérale, vis-à-vis du problème de la procréation artificielle, allant même jusqu'à dire que vous souhaitiez que les mères célibataires puissent recourir à ce procédé. Et vous avez pris de la même façon, vis-à-vis du problème particulier des mères porteuses, une position également très libérale. Mères porteuses, c'est-à-dire les mères qui portent un enfant qui n'est pas le leur. Alors, à ce propos, je voudrais que vous acceptiez de répondre à quelques brèves questions que je veux vous poser, et destinées à préciser votre réponse, destinée à préciser votre pensée. La première question est la suivante. Vous pouvez peut-être y répondre successivement, si vous voulez, non pas de façon groupée, et ne pas de façon groupée. Première question est la suivante. Voilà. Première question est la suivante. Pourquoi, et tout le monde se le demande, avez-vous pris une position aussi avancée, à la fois dans l'esprit, bien que ce soit conforme à votre philosophie, et aussi dans le temps, alors que vous aviez promis, sinon vous vous étiez engagé, à procéder à une large consultation de tous les organismes, toutes les personnes intéressées, et alors que beaucoup de gens, la plupart même de vos partenaires intéressés par cette affaire, étaient sinon hostiles, en tout cas
pour le moins réservés. Par exemple, les ministres du gouvernement, M. Hervé, Mme Dufoy, le comité d'éthique médicale, etc. Je crois que ça, on le sait. Si vous voulez. Alors, la question, c'est pourquoi vous avez annoncé ça alors qu'une consultation devait s'ouvrir ces temps-ci? Pourquoi si vite? Nous sommes à Vienne. Il s'agit de la Conférence européenne des droits de l'homme. Sujet, parmi d'autres, procréation artificielle, génétique, droits de l'homme. Rapporteur, la France. Présent, celui qui vous parle. Nous évoquions les droits de l'homme il y a un instant. Une question comme celle-là, j'ai avancé ma réflexion et je l'ai soumise comme une réflexion. Je vous signale qu'au niveau du Conseil de l'Europe, il ne s'agit que d'un comité de réflexion. Donc c'est une réflexion. La concertation, elle interviendra. La concertation, elle aura lieu. Et à ce moment-là, le gouvernement sera amené Votre ultérieurement. réflexion n'engage donc pas le gouvernement. Mais ma réflexion est une réflexion qui est personnelle. Je marque cependant que vis-à-vis des mères porteuses, elle engage le garde des Sceaux. Parce que le garde des Sceaux est directement interpellé immédiatement par la question. Vous savez pourquoi? Parce que la mère porteuse avait dit ce que c'était. Supposons que la mère porteuse couche et que l'autre mère vienne déclare l'enfant sous son nom. Là, on est en présence d'une infraction pénale, vous le savez, monsieur Tesson. Et alors, moi, on m'a posé la question déjà, donc je ne pouvais pas m'y dérober. Est-ce que vous entendez poursuivre? Alors j'ai répondu non. Non, parce que franchement, est-ce qu'on imagine un instant, là il faut être réaliste et simple, est-ce qu'on imagine un instant, juste une infraction criminelle, une vieille infraction qui est à l'Ancien Régime, la supposition d'enfant. Vous voyez ça dans le box, la mère porteuse, la mère adoptive, le bébé, le père, le mari, tout cela dans le box des accusés avec l'avocat général qui aurait demandé des réquisitions et les jurés seulement sur... Non, c'est tout à fait impossible. Cela dit, vous n'avez pas posé le problème qu'en termes juridiques, et c'est d'ailleurs ma deuxième question, vous l'avez posé aussi par exemple en termes moraux et financiers, si je puis dire. C'est ainsi que vous avez dit, je considère qu'il y a délit, enfin sinon délit en tout cas, que je considère que le recours à la mère porteuse est condamnable lorsqu'il s'accompagne d'une transaction commerciale. C'est-à-dire... Non, vous ne l'avez pas dit. Vous l'avez dit en substance. Vous l'avez dit en substance. Pardonnez-moi, j'ai été tout à fait précis. Je vais l'être encore parce que ce sont les choses qu'il faut bien éclaircir. Un, je vous ai dit, il n'y a pas de poursuite pénale envisageable contre une mère porteuse et contre la mère adoptive. D'ailleurs, les poursuites, donc c'est exclu. Deux, un accord, je ne veux pas appeler ça un contrat, un accord comme celui-là, il est nul. Il est nul parce qu'il porte sur la personne humaine. Donc il n'a aucune valeur. Et j'ai dit à Vienne, jamais le juge civil ne doit prêter sa force à une telle convention. Ça veut dire en clair que si la mère porteuse décide de conserver l'enfant, l'autre ne pourra pas venir, comme en Angleterre, demander, je n'ose pas appeler ça la livraison, mais demander à ce qu'on lui remette l'enfant. Non, le juge civil ne pourrait pas. Il ne dira pas, voilà, sous astreinte, vous devez... Non. Donc vous voyez, la liberté de la mère porteuse reste entière. En ce qui concerne l'argent lui-même, toute remise d'argent ici, elle n'a pas de cause. Ça veut dire que si on garde l'enfant, je ne pense pas qu'on puisse réclamer l'argent. C'est une zone de non-droit. C'est en dehors du droit. Oui, mais si on ne le garde pas, vous concevez qu'on garde l'argent. Si on ne garde pas, c'est-à-dire... Si on ne garde, puis la mère porteuse ne garde pas l'enfant, vous concevez qu'elle prenne l'argent. C'est une question importante. Mais à cet égard aussi, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, dans une absence de contrat. Non, mais je vous pose la question précise. Est-ce que vous concevez, moralement en tout cas, que l'on garde l'argent, que la mère porteuse qui rend l'enfant prenne l'argent et garde l'enfant? Je vous ai répondu avec beaucoup de précision. Dans ce cas-là, celle qui aura versé l'argent n'aura aucune action pour pouvoir le réclammer. Je ne suis pas là pour prononcer une création morale. Je vous situe un état de droit. Vous concevez qu'il y ait quand même transaction financière entre l'une et l'autre. Mais je ne le conçois pas. Je le dis très simplement. Si cela se produit, monsieur, si cela se produit, il n'y aura aucune possibilité d'obtenir du juge ni l'exécution de la convention, ni l'argent. Mais alors attendez, il faut peut-être aller vite. Sur les intermédiaires. Alors là aussi, j'ai dit à Vienne très clairement, de la même façon que chacun est maître de son corps, absolument, chacun en est maître. De la même façon que nous nous trouvons en présence de conventions qui sont illicites, parce qu'on ne peut pas faire de conventions sur le corps d'autrui. De la même manière, on ne peut pas profiter de telles conventions ou de telles actions. C'est-à-dire que tous les professionnels, tous les intermédiaires qui viendraient à se mêler de ce genre d'accord entre deux mères, tout cela, eux, tombe sous le coup de la loi pénale et des poursuites seraient intentées. Alors, parlons de l'enfant, si vous voulez, parce que nous parlons des mères, là. Déjà, la loi sur l'avortement était une loi très égoïste par rapport à l'enfant, et pour cause.
Et à plus forte raison, cette pratique est une pratique extrêmement égoïste qui ne prend pas forcément en compte les intérêts de l'enfant. Alors je vous demande, si vous avez forcément réfléchi au problème, quelles sont les garanties auxquelles vous pensez de l'identité de l'enfant, notamment par rapport au père, ce qui est un problème nouveau. Quelles sont d'autre part, quelle est la façon dont vous résolvez le problème éventuel de la déchirure de l'enfant entre deux mères, la mère biologique et l'autre mère, la mère sociale? Troisièmement, est-ce que vous avez réfléchi, et sûrement, au problème du rejet éventuel de l'enfant, par exemple s'il était mal formé ou pour toute autre hypothèse, par l'une ou l'autre ou par les deux mères à la fois? Et quelle garantie juridique envisagez-vous sur ce plan-là? C'est une vaste question. Oui, mais je vais y répondre très précisément. J'en ai une autre, si vous permettez. Non. Sur ce sujet, et non, je la pose maintenant parce qu'elle est connexe. Je la pose maintenant, elle est connexe. Quelle est la mère? Elle est d'ailleurs au cœur du problème. Quelle est la mère, selon vous? Est-ce que c'est la mère qui porte l'enfant ou est-ce que c'est la mère qui déclare l'enfant à l'état civil? Alors, vous pouvez me répondre, monsieur le ministre, que l'instinct maternel n'existe pas. Ce n'est pas forcément un procès d'intention. Auquel cas, ma question n'a pas de valeur. Pour l'instinct maternel, ce n'est pas moi qui suis compétent. En ce qui concerne maintenant la question que vous avez posée, monsieur Tesson, tout est simple derrière l'apparente complexité. Tout est simple, pourquoi? Parce que vous avez une situation qui est sensiblement identique dans l'adoption. L'adoption, la femme abandonne son enfant. Mais attention, vous savez que par convention, il peut y avoir dans ce domaine une déclaration de volonté. Et vous savez qu'il peut y avoir une adoption par convention. Vous savez qu'on peut aller à l'état civil, que les deux parents peuvent dire « nous sommes disposés à consentir l'adoption » et même au profit de monsieur et madame X, droit de repentir, je l'indique, 3 mois. Mais ici, vous avez une mère naturelle, une mère, pardonnez-moi l'expression, adoptive. Très bien, le droit de l'adoption nous permet de répondre. Vous me dites, quelle est la mère? Je vous réponds, dans l'adoption, qui est la mère? Celle qui est adoptée. Dans le schéma de la mère porteuse et de celle qui recueillera, il y aura nécessairement adoption. Vous me dites le père, mais le père, dans ce qui nous intéresse, c'est le père qui, je crois que c'est cela que vous évoquez, est le père de l'enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une insémination, il est le père de l'enfant. Dans ce cas-là, c'est son enfant. Et sa femme, c'est la mère par adoption. Notre droit y répond. À peine une très légère modification, encore je ne suis même pas sûr qu'elle soit absolument indispensable. Donc nous avons le moule juridique. Et c'est cela, quand j'ai parlé une fois d'adoption par anticipation, ça veut dire tout simplement que nous étions en présence d'une adoption. Donc vous voyez, le père est toujours le père. La mère, vous avez la même dualité que dans l'adoption. À partir de ce moment-là, le problème, il est dans la conscience. Il est dans la conscience. Et légiférer, je vous dis très franchement, au terme de la concertation, nous verrons. Mais moi, personnellement, je n'y suis pas enclin. Je crois que nous avons des possibilités de réponse juridique à l'heure actuelle dans notre droit, et il faut s'abstenir, comme le dit très bien le doyen Carbonnier, de faire des textes là où la morale et les mœurs peuvent répondre. Bon, monsieur le ministre, nous retournons à SVP pour d'autres questions. Jean-Louis Le Senne. Oui, beaucoup de questions aussi ce soir sur le droit des victimes d'accidents de la route. On trouve la justice trop faible, je vous donne cette question. 3 de mes enfants ont été assassinés par un chauffard en état d'ivresse. C'est la principale cause d'insécurité. Pourquoi les peines restent-elles aussi légères? Et une autre personne qui trouve la justice dans les cas du droit des victimes d'accidents de la route trop lente. Que pensez-vous d'une accidentée de la route handicapée à 60% qui en est à sa 4e expertise médicale et qui a touché depuis 4 ans et demi 10 000 francs? Et je trouve que ce sont des situations qui sont humainement intolérables. Je le dis très clairement, humainement intolérables. En ce qui concerne d'abord les accidents de la circulation, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est la plus grande cause d'insécurité. D'insécurité physique. Il y a près de 12 000, un peu moins. Les choses vont un peu mieux, mais pas encore bien. 12 000 personnes par an qui sont tuées sur les routes. Il y a environ 280 000 qui sont blessés. On imagine ce que cela signifie, une hécatombe comme celle-là, et des pertes humaines et une charge. Et ça coûte 80 milliards de francs par an. C'est certainement un des maux principaux dont nous souffrons.
Alors, maintenant, en ce qui concerne les peines elles-mêmes, à plusieurs reprises, par voie de circulaire, j'ai demandé au parquet que, s'agissant d'homicides qui sont commis sur la route par des personnes en état d'ivresse ou qui violent délibérément les règles fondamentales de la prudence, espèce de comportements asociaux, dans ce cas-là, que l'on demande des peines très sévères. C'est au magistrat, évidemment, du siège de décider. Mais ces réquisitions sont sévères. Maintenant, en ce qui concerne les victimes, et tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de le dire à M. Tesson, en ce qui concerne les victimes, dans ce que nous avons fait, c'est-à-dire le Parlement au cours de la session, nous à la Chancellerie, ce qui a été fait au profit des victimes est considérable. Et si j'ai une fierté secrète personnelle, c'est d'avoir porté avec le Parlement le droit français au plus haut niveau de l'Europe, peut-être juste au-dessous des Suédois, en ce qui concerne la protection des victimes. Et que ce soit au niveau de l'accueil, l'information, les garanties, les indemnisations. Aujourd'hui, 2 fois plus de monde, 2 fois plus de crédit dans mon pauvre budget. Les associations, j'ai été le premier des ministres de la Justice à inscrire au budget une ligne en faveur des victimes. Le premier à créer à la Chancellerie un bureau des victimes. Le premier, enfin, à vouloir, un autre l'avait fait avant moi, c'était M. Foyer, mais il s'était malheureusement arrêté en cours de route, à vouloir que, s'agissant des victimes d'accidents de la circulation, eh bien, on prenne mieux en compte les besoins de leur indemnisation. Alors là, je vais être très clair. Quand la loi nouvelle sera votée, elle a été votée par l'Assemblée, elle va être soumise au Sénat. Tous les piétons, et particulièrement les vieilles personnes et les enfants, seront garantis et auront une indemnisation. Même chose en ce qui concerne les cyclistes, parce qu'ils ne représentent pas le danger sur la route. Bien sûr, ils restent responsables de leur fait, mais si ils sont victimes d'incidents, on ne fait pas des procès qui, en réalité, les mettent en accusation. On ne s'interroge pas sur le comportement d'une vieille dame de 72 ans en se disant « est-ce qu'elle a traversé au feu orange, au feu au vert, au feu rouge ?» On ne s'interroge pas. On ne fait pas des procès comme j'en ai vu faire, dans lequel on dit « un enfant de 7 ans sort de l'école, il y a un encombrement, il essaye de passer à travers les voitures. La voiture ne le voit pas qui arrive, renverse l'enfant. À ce moment-là, on s'interroge, est-ce que c'est de la faute de l'enfant? Qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce cas-là à l'enfant? Cette conduite comme un enfant, cela ne sera plus. Et quand cette loi sera votée, eh bien, transaction accélérée, indemnisation améliorée, je peux dire que nous avons fait, Parlement et moi-même, tout ce que nous pouvions en faveur des victimes. Mais là, puisque ce soir je suis à la télévision, je le dis très clairement, ça n'est rien si on ne prend pas conscience sur la route de ce que l'on conduit un engin mortel, que pour gagner quelques secondes, on met en danger sa vie, la vie des siens et la vie des autres. Et vraiment, je crois que les Français maintenant doivent le réaliser. Est-ce que vous condamnez l'apologie de la vitesse qui est faite dans certaines publicités? Absolument. Absolument. Je considère que c'est là aller vers le pire. Je considère que d'inciter à appuyer sur l'accélérateur quand on sait le délai qu'il faut pour s'arrêter, c'est véritablement pousser, en particulier, je pense, les plus jeunes conducteurs, vers des performances que ni les routes, ni les voitures, ni eux-mêmes ne devraient même songer à évoquer. Dans d'autres pays que nous, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, les voitures sont vendues sur la durée, sur la sécurité, pas sur la vitesse. Est-ce que vous êtes d'avis de changer le type d'argument publicitaire? On dit que c'est un mal latin. Je réponds que pour la France, c'est en tout cas à coup sûr un de nos pires fléaux. Est-ce que ce n'est pas le mal? Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour une industrie automobile en crise? Je ne crois pas. D'après ce que je crois savoir, Volvo marche très bien. Et d'après ce que je crois savoir, Chrysler, il me semble, a bien remonté la pente aux États-Unis. Et pourtant, ça n'est pas en augmentant les plafonds de vitesse. Mais c'est ainsi. Albert Duroy. Monsieur le ministre, je vous interroge brièvement et vous répondez brièvement. D'accord ? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que le Front National est une organisation raciste? M. Le Pen dit qu'il est républicain, M. Le Pen dit qu'il est démocrate. Moi, j'écoute, je regarde, j'entends. Et les discours qui sont tenus dans les meetings du Front National, à quoi font-ils appel?
Consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils font lever dans les cœurs humains? Les passions qu'on évoquait, la xénophobie, et trop facilement aussi le frère jumeau, le racisme quotidien. Est-ce que le Front National est passible de la loi? Non. Alors, je reviens à ce que je disais. À partir de ce moment-là, quand on est démocrate, il faut penser au fondement de la démocratie. Ça ne se résume pas dans des institutions. Ça se résume dans une simple proposition, le respect de l'autre. Je dis souvent, la première des libertés, c'est la liberté de l'autre. Et j'ajoute, la première obligation, c'est de respecter la dignité de l'autre. Alors, se dire démocrate, s'affirmer républicain, et en même temps faire appel à des passions qui contredisent le fondement même de la République et de la démocratie, ça me paraît singulièrement contradictoire et parfois dangereux. Est-ce qu'on peut condamner sur le plan des principes, d'une façon aussi vigoureuse, le racisme, sans aussi tenter, s'efforcer et réussir à juguler les deux causes du développement du racisme que sont l'insécurité ou le chômage? Il faut lutter contre l'insécurité et le chômage, évidemment, et il faut lutter contre le racisme. Mais il faut avoir le courage de dire, il y a chômage, et il existe une petite délinquance urbaine qui est très porteuse d'insécurité. Il faut combattre les causes. Combattre les causes par une politique économique, combattre aussi la source de la délinquance par la politique de prévention. Et une fois que c'est fait, et on ne le fera jamais assez, on doit dire, même s'il y a insécurité et chômage, pas de bouc émissaire, pas de commodité, pas de transfert et pas d'appel à ces passions que j'évoquais. Politique de prévention, très bien, pour la petite délinquance, et la politique de répression. L'un des reproches qui vous est fait le plus souvent, c'est que la petite délinquance, on n'a plus le temps de s'en occuper. Dans les commissariats, on pique un cambrioleur, un voleur à la tire, on le relâche aussitôt parce qu'on n'a pas le temps de taper à la machine les rapports. Monsieur Duroy, voilà, c'est la seule lecture que je ferai. J'entends quelquefois parler, souvent, quelquefois c'est pas exact, souvent parler du laxisme, entre guillemets, de la justice, et en particulier du mien. Alors, une première observation fondamentale, ce n'est pas moi qui juge, ce sont les jurés et ce sont les magistrats. Alors maintenant, une constatation très simple. 1980, 1984. Moi, je suis l'évolution des choses. La justice française, plus de poursuites en 1984 qu'en 1980. Plus de condamnations en 1984 qu'en 1980. Plus de condamnations à des peines de prison en 1984 qu'en 1980. Plus de monde en prison en 1984 qu'en 1980. C'est une des justices les plus sévères d'Europe. Et pour qu'on ait une idée de ce qu'est la réalité de la justice française, j'ai fait faire le calcul en années. En 1980, peine d'emprisonnement, je ne parle pas de réclusion criminelle, je parle correctionnelle. 74 782 années de prison ont été prononcées en 1980. En 1983, 78 000 au lieu de 74 930 années. Quant au nombre des condamnés, en ce qui concerne 10-20 ans, il a cru de 28%. En ce qui concerne les condamnés à perpétuité, 18%. Moi, c'est un constat, vous savez, monsieur Duroy. Alors, simplement, avec aujourd'hui 44 003 personnes dans les prisons françaises, quand j'entends parler de laxisme, je me dis, mais quoi? Mais ils rêvent, nos concitoyens. Mais ils ne vont jamais dans les palais de justice. Vous revendiquez le qualificatif de ministre répressif? Non. Je rappelle encore une fois que je ne juge pas, monsieur Duroy, que c'est moi qui ai fait voter les peines de substitution parce que la courte peine d'emprisonnement, je n'y crois pas. Je sais que le jeune délinquant rencontrera dans la prison le professionnel qui sortira avec l'adresse dans la poche, qui lira ensuite avec cette adresse qui deviendra un petit dealer. Pourquoi il n'y a pas de prison pour les jeunes? Monsieur Duroy, les prisons françaises ne sont pas l'honneur de notre pays. Et je le dis avec beaucoup de regret. J'ai eu cette humiliation au Conseil de l'Europe, d'apprendre du ministre hollandais, qui
qui avait fait faire le calcul que de tous les pays, 11 pays d'Europe du Nord, nous étions celui qui dépensait le moins par tête de prisonniers. Vous savez l'état de nos prisons. Moi, j'ai trouvé en arrivant 29 000 places pour 41 000 prisonniers. J'en ai construit plus que quiconque. On a porté... Vous avez construit moins de places qu'il n'y a de prisonniers en plus. Vous avez construit 2000 places. Plus de places qu'on avait construit avant moi. Je dis quelquefois en riant, je n'aurais jamais cru que je viendrais à Vauban pénitentiaire et que je passerais tant de temps à m'interroger sur l'architecture carcérale. Nous avons construit à peu près 550 places par an. La moyenne avant était de 350, 400. On construit pour moins cher. Nous sommes à plus de 31 000. Il y a 44 000 prisonniers. Je suis encore en retard. Alors, je dois dire que dans les grands travaux à venir, le Premier ministre a accepté de faire une enveloppe particulière pour les prisons. Mais le retard est immense. Et là, j'ajoute que quand il s'agit d'implanter une prison, quelle que soit la couleur politique, j'ai la réaction municipale qui est toujours la même, Monsieur Duroy. On entend les Français réclamer répression, sévérité, fermeté. Moi, je viens de dire ce qui est. Mais quand il s'agit d'implanter dans une commune une prison, alors là, c'est toujours la commune d'à côté. Et ça est vrai pour toutes les couleurs politiques. On vient me dire, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas. Mais c'est incroyable, enfin, vous ne l'aurez pas compte. Une caserne de CRS, oui. Une prison, non. J'ai beau expliquer, mais une prison, qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'en évade, le premier soin de celui qui s'évade, c'est de s'en aller. Parce que quand il n'y a aucun danger, non, pas de prison. Pas de prison, mais des prisonniers. Je change de sujet tout à fait. Tout à l'heure, au début de cette émission, vous avez rendu un hommage aux juges, au courage des juges, en rappelant que certains d'entre eux l'avaient payé de leur vie. Je suis sûr que beaucoup de gens se sont étonnés que vous n'ayez pas rendu le même hommage aux policiers. Je l'aurais fait, volontiers, si j'avais été ministre de l'Intérieur. Ce sont des hommes qui, en effet, risquent leur vie pour nous tous. Mais, Monsieur Duroy... Dédié pour votre corporation, non. Ce que vous avez entendu au début, c'était une mise en accusation des juges d'instruction. J'ai rappelé ce qu'étaient les fonctions de l'instruction, les responsabilités et les risques des juges d'instruction. Il était normal qu'à ce moment-là, je salue avec regret et même avec chagrin la mort de 2 d'entre eux. Tous les commissaires tombés, tous les officiers de police tombés méritent également l'attention. Mais à cet instant, c'était les juges. Est-ce qu'il est plus grave à vos yeux d'assassiner un policier, un gardien de la paix, que d'assassiner quelqu'un d'autre? Monsieur Duroy, vous savez, toutes les victimes sont également pitoyables. La discrimination dans ce domaine, ce n'est pas concevable. Vous ne comprenez donc pas l'attitude des gens qui disent qu'il faudrait renforcer les peines lorsque c'est un policier qui est victime? Non, là, je crois qu'il faudrait prendre cela autrement. C'est parce que il y a des personnes plus exposées. Ça n'a rien à voir avec le chagrin qu'engendre la mort. Je l'ai dit, toutes les morts sont également pitoyables. Et toutes les victimes méritent la même considération. Est-ce que vous êtes favorable au renforcement des effectifs et des moyens de la police? Je suis convaincu que mon ami Pierre Jox s'en préoccupe. Je suis en tout cas pour ma part... C'est à vous que je pose la question. Oui, alors je vous répondrai en vous disant volontiers. Mais je suis encore plus favorable, en ma qualité de ministre de la Justice, à l'accroissement du budget de la justice. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de regretter cette loi d'amnistie de 1981 qui a mis en liberté des terroristes d'action directe? Non, c'était une loi qui permettait, sous certaines conditions. Monsieur Duroy, je ne répondrai pas par le mot du prophète, les yeux regardent en avant, jamais en arrière. Je vous dirais plus simplement, il y a des moments où la générosité est aussi la loi d'un pays. L'amnistie a été généreuse. Pas tellement plus généreuse, croyez-moi, qu'en 1974. Mais Dieu sait qu'on en a fait une sorte de monstre, de fantasme collectif. Je me rappelle encore ma mère me disant, toi qui as fait libérer combien de milliers d'assassins, s'il y avait des milliers d'assassins. Enfin, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que un choix avait été fait. Un choix qui était politique. C'est vrai qu'il n'avait pas à cette époque commis les crimes aussi graves que ceux qui ont été imputés dessus. Et la main a été tendue. J'ai dit à la tribune de l'Assemblée, il faut y prendre garde. Ceux qui ne comprendraient pas vont savoir
que ce sera la fermeté la plus grande à leur encontre. Et vous savez, Monsieur Duroy, peut-être vous ne le savez pas, il y a à l'heure actuelle plus d'hommes d'action directe dans les prisons qu'avant. Et les réquisitions et les condamnations, vous savez ce qu'elles ont été. Très dures. C'était une bonne loi ou c'était pas une bonne loi? Vous savez, le terme de bonne ou de mauvaise loi, c'était une loi qui a été votée par l'Assemblée et par le Sénat, après la commission mixte paritaire. Les deux. Il faut croire que le Parlement l'a trouvée bonne. Non, mais il représente peut-être la un République. geste politique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais dans ce cas-là, C'était c'était aussi une erreur politique. Qui correspondait, la suite a montré que c'était une erreur politique. Et il y avait, je vous le disais, là, cette indication. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en ce qui concerne les Bretons, les Corses pendant un certain temps, les Guadeloupéens pendant un temps plus long, les Basques eux-mêmes, je ne parle pas là du terrorisme qui vient d'ailleurs, l'apaisement a été acquis. L'action directe a longtemps été en sommeil, et puis on l'a vu réapparaître. Donc ne croyez pas que ce soit un pari comme ça engagé à légère ou perdu. Est-ce que pour lutter contre le terrorisme, qui devient un des grands problèmes de la société, est-ce que pour lutter contre le terrorisme, vous êtes favorable à des procédures d'exception? Non, vous le savez bien d'ailleurs. D'aucune sorte? Non. Les contrôles d'identité, les contrôles de sacs dans la rue, les contrôles de voitures. Je ne pense pas que ce soit pour lutter contre le terrorisme. Vous savez, les terroristes, très généralement, sont armés de fort bons passeports et d'excellents papiers. Je ne crois pas que Carlos se promène sans papier, à supposer qu'il se promène un jour en France. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut s'orienter. La lutte contre le terrorisme, elle passe par une police très bien organisée, très spécialisée, très efficace, avec une coopération internationale qui, elle, est également effective. Et je vous dirais que de tout cela, je ne suis pas responsable. J'ajoute que je n'y suis même pas mêlé, cette action-là. Je sais qu'elle est conduite, et je sais qu'elle est conduite avec la dernière fermeté. Alors vous me dites loi d'exception, et peut-être vous pensez même juridiction d'exception. Je vous réponds non. Vous savez pourquoi? Indépendamment de toute question, pour une raison très simple. Quand on traduit un terroriste devant une cour d'assises, parce que derrière toutes les revendications, ce sont des crimes. Ce sont des meurtres, ce sont des assassinats, ce sont des prises d'otages, ce sont l'utilisation d'explosifs, ce sont des crimes. Eh bien, quand ils sont traduits devant une cour d'assises, qui les juge? Le peuple, le pays, ses représentants, les jurés, vous, moi. Et le verdict, à ce moment-là, il a une force morale et il a une force politique bien plus grande que n'importe quelle décision d'une juridiction d'exception, dont il dira toujours que cette décision a été dictée par le pouvoir politique. Et j'entends déjà les clameurs à l'audience et hors de l'audience. Là, c'est le pays qui juge, c'est le pays qui condamne. Et quand il y a eu, récemment, vous l'avez vu, des condamnations très sévères qui ont été prononcées dans des affaires de terrorisme international, vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, eh bien, personne n'a rien dit en ce qui concernait le verdict. Supposez un instant, ça aurait été une juridiction d'exception, on aurait dit quel scandale, une décision dictée pour des raisons politiques. Là, le pays parle. Et la voix du pays, eh bien, en justice, c'est une voix qui a plus de force qu'aucune. Et c'est pour cela que je ne crois pas aux juridictions d'exception. À part toutes les autres raisons, je ne vais pas faire un cours de droit. Vous avez dit il y a quelques semaines à France Inter une phrase qui m'a un peu étonné. Le fonds de commerce insécurité n'est pas un fonds de commerce que la gauche puisse utiliser. Alors, ça veut dire que le problème de l'insécurité n'est pas un vrai problème? Si, c'est un problème pour le pays. Mais que la gauche n'est pas capable d'affronter. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce que j'évoquais là, c'était l'exploitation de l'insécurité, c'est-à-dire le fait de se servir de l'insécurité comme arme politique. Pourquoi? Parce que, inévitablement, on regarde ceux qui peuplent les prisons. Petits délinquants, on parlait tout à l'heure. Vous savez, c'est assez rarement, bien que cela arrive, des fils de chirurgiens. C'est assez rarement ceux sur le verso desquels les, comme on dit, bonnes fées se sont penchées. Moi, je regarde ceux qui se trouvent dans les prisons. Vous avez une grande proportion de chômeurs, une forte proportion d'illettrés, ou quasiment. Pas de formation professionnelle, monsieur Duroy. Bref, je pourrais continuer, je ne vais pas faire du misérabilisme, je fais un constat. Bref, ceux, précisément, qui n'ont pas eu ça. Alors, je le dis très nettement, à partir de ce moment-là, le problème devient beaucoup pour nous, les causes sociales. Vous voyez? Et c'est pour ça. Quand vous parliez de l'exploitation de la sécurité, vous pensiez aux grands leaders de l'opposition, par exemple?
Est-ce qu'il l'exploite, l'insécurité? Vous voulez que je vous fasse un florilège des citations de ce que j'ai entendu en 3 ans et demi au Parlement? 3 ans et demi, c'est peut-être un peu long. Non, mais... je sais pas. Non, je vous répondez oui ou non. Vous répondez, je répondrai, il ne faut surtout pas faire de généralisation. Il y a à cet égard des hommes qui mesurent très bien le danger de l'exploitation de l'insécurité. Puis il y a quelques démagogues à droite qui sont là et qui, croyez-moi, exploitent autant qu'ils le peuvent l'insécurité, avec des accents qui ne sont pas très sensiblement différents de ceux, je le regrette de le dire, qu'emploie M. Le Pen. Mais ils ne sont pas nombreux, il y en a quelques-uns, il faut le savoir. En ce qui concerne l'affaire Barbie, je répondrai de la même façon que je ne parle jamais des affaires en cours. Simplement, quant au délai, je peux préciser que, ma foi, d'après ce que la presse en a publié, l'instruction s'achève. Donc, en ce qui concerne le jugement, il devrait intervenir. Ça dépend évidemment du déroulement de la procédure. Je ne vais pas, sur ce point, donner d'autres précisions. En ce qui concerne la retransmission... Ah, vous avez changé d'avis, là. Je n'ai rien dit. Sur la retransmission. En ce qui concerne... Ah bon, je croyais sur le... Non, bon. Sur En ce qui concerne la retransmission, non, je n'ai jamais changé d'avis en ce qui concernait la retransmission en direct et en intégrale d'un procès. Mais je me suis beaucoup interrogé, et c'est vrai que ma pensée a évolué en ce qui concerne un problème très important et très difficile de l'enregistrement et de la retransmission au journal parlé le soir des débats judiciaires. Parce que, je me disais, mais voyons, l'audience est ouverte, les journalistes entrent librement, c'est une garantie des libertés, il faut que la presse soit présente dans les grands procès. Pourquoi est-ce qu'après tout, les caméras n'y seraient pas? Et puis, ensuite, à mesure que j'écoutais, car j'ai beaucoup écouté d'amis, j'ai beaucoup écouté d'hommes de justice, de professionnels, j'ai écouté aussi des justiciables, j'ai aussi écouté des journalistes de télévision, j'ai compris qu'il y avait là un risque pour le fonctionnement de la justice et un risque pour les justiciables. D'abord, je parlais des justiciables. Et là, ce sont des journalistes de télévision de province qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, vous savez, la retransmission, mais d'un petit fait divers, comme ça, l'audience correctionnelle dans une ville de province, pour celui qui comparaîtra, c'est terrible. C'est une stigmatisation à vie. C'est pas du tout comme le procès historique considérable. Bon, il est dans l'actualité. Là, ce choix-là, pour nous, ce serait un problème de conscience constant. Et j'ai pensé aussi aux victimes. Et je me suis dit, le visage de la victime, c'est pas, le caméraman inévitablement guettera le moment, le soir, on prendra le plan le plus humain. Mais le plus humain pour elle, c'est le plus déchirant. Et puis les témoins. Les témoins, en justice, ils sont gênés, ils sont presque bloqués par certains moments. Alors là, parler, savoir qu'on est enregistré, je ne parle pas des menaces, parce que si ceux truands, ils seront là dans le fond, donc c'est pas ça. Mais savoir qu'on est enregistré, qu'on verra le soir. La justice, c'est dans le procès la recherche de la vérité et la recherche de la justice elle-même, je veux dire, d'une décision juste. Alors, la recherche de la vérité, elle risque d'être entravée, elle risque d'être bloquée. Et en définitive, je me suis dit, je vois l'avantage, oui, bien sûr, pour la télévision, je vois l'avantage pour les médias, mais je vois surtout les risques pour la justice elle-même et pour les justiciables. Alors oui, l'enregistrement historique, celui qu'on filmera, qu'on enregistrera, qu'on gardera, qui sera accessible aux historiens, puis 20 ans plus tard, je le proposerai au Parlement qui en débattra, 20 ans plus tard, alors là, eh bien, ma foi, on pourra le projeter, comme on pourrait projeter aujourd'hui les procès de la guerre d'Algérie. La passion est tombée, mais on ne pourra le faire qu'avec autorisation judiciaire. Une dernière question, Jean-Louis Le Senne. Oui, dans les affaires criminelles, pourquoi ne s'oriente-t-on pas vers l'utilisation du sérum de vérité sur les personnes qui en sont d'accord et sous le contrôle d'un magistrat, bien sûr? Non, sûrement pas. Sûrement pas. La recherche des preuves en justice, elle doit être marquée d'une exigence de loyauté et de fiabilité. J'ai évoqué tout à l'heure les problèmes des expertises. Ce n'est pas pour que nous ayons recours au sérum de vérité, même ordonné par un magistrat. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils accepteraient, et en tout cas, je l'exclus de nos lois. Bon, il y a une dernière question, Monsieur le ministre, qui remplit les journaux et qu'on ne vous a pas posée ce soir parce que, probablement, on considère qu'elle ne rentre pas dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez été consulté sur la réforme du mode de scrutin? Écoutez, sur le fonctionnement du gouvernement, je ne vous répondrai pas.
Vous voulez savoir mon opinion sur le mode de scrutin? Vous voulez dire qu'on ne vous demande pas votre avis? Écoutez, vous êtes membre d'un avis, gouvernement? je ne le donnerai pas ici. D'accord. Mon avis, je le donnerai au Conseil des ministres, en interministériel. Mais mais vous je avez ne le un donnerai avis pas en tant ici. que, vous avez un avis Mais en tant que citoyen. Oui. Et je dirais même que j'ai une opinion très claire parce que, pour moi, quelle doit être la première exigence du mode de scrutin? Ça ne vous surprendra pas, de ma part, c'est qu'il soit juste. Il ne s'agit pas qu'il convienne à tel ou tel parti. Il s'agit qu'il soit juste. Et juste, ça veut dire exactement Une quoi? notion très extensive. Attention, pas en Dans matière ce électorale. domaine-là, Non, domaine-là. pas en matière électorale, parce que, à coup sûr, on est en présence d'un scrutin juste quand une voix d'un Français vaut la voix d'un autre Français. Et en tout cas, je suis assuré qu'on est en présence d'un scrutin injuste quand la voix d'un Français ne vaut pas autant que la voix d'un autre Français. Alors, sur ce point, j'ai eu une petite curiosité. J'ai regardé ce qu'il en était de l'état de justice du scrutin actuel. C'est très simple, là, j'ai le journal officiel, réponse à une heure. Alors, ça donne ceci. On a étudié les 20 circonscriptions dans lesquelles il y a le plus d'électeurs et les 20 circonscriptions dans lesquelles il y en a le moins. Et on arrive à ce paradoxe. Dans l'Essonne, pour élire un député, il faut 187 000 citoyens. Dans les Bouches-du-Rhône, 189 000. Mais en Lozère, il en faut 26 000 et à Paris, 27 000. Ce qui veut dire en clair... C'est connu. Auprès des voix. Oui, mais ça veut dire en clair ceci. C'est qu'un citoyen français domicilié dans le 8e arrondissement de Paris, sa voix, au fond, elle compte 7 fois et demi plus que celle du citoyen français domicilié à Évry. Je ne sais pas si ça correspond au prix des loyers, mais c'est un fait. On fait Alors, quoi, concrètement? j'ai trouvé d'ailleurs, je vous le signale, j'ai trouvé cette remarque. Vous voyez, j'ai emporté avec moi 2 livres seulement. Vous voyez, seulement, et c'est 2 ouvrages du général de Gaulle. Alors, justement, le général de Gaulle le dit très clairement. Il dit, moi, le scrutin d'arrondissement, je n'aimais pas parce que quand je suis arrivé en 1945, le scrutin d'arrondissement voulait le rétablir et j'avais remarqué que les circonscriptions étaient injustement découpées. Alors, quand même, une remarque, ça vaut la peine d'être dit. Vous avez les circonscriptions les plus peuplées, celles où la voix vaut le moins. 17 sur 20 des députés sont de gauche. Mais les circonscriptions les moins peuplées, c'est curieux. Alors là, c'est 14 sur 20, c'est des députés de droite. Alors, j'entends quelquefois parler de magouille, d'accommodement. Moi, je constate cette situation. Et je dis simplement, donc, il faut y remédier. Alors, Jean de Gaulle le dit là aussi très clairement. Il dit, évidemment, j'aurais pu, époque 45, redécouper les circonscriptions. Mais, quelle difficulté! Et alors, vous imaginez, à l'heure actuelle, sur les hurlements, le magouillage, le charcutage, le scandale. Alors, je dis très clairement, il n'y a qu'une seule façon de parvenir, et c'est le scrutin proportionnel. Et là aussi, je vais vous citer mon auteur, mais lequel? le général de Gaulle, toujours le général de Gaulle, dans ce domaine, puisque, n'est-ce pas, quel proportionnel? J'entends dire qu'on va mourir sur les barricades de la Ve République. Alors j'interroge la pensée du grand homme, celui que nous respectons, là, qui vient dire, permettez-moi de dire, c'est l'ouvrage est Discours et messages, et il dit ceci, le général de Gaulle, permettez-moi de dire qu'un seul système électoral, un seul système électoral a jamais été établi en France dans l'unique considération de l'intérêt général. Un seul et en unique considération de l'intérêt général. C'est celui qui a été établi après la Libération par quelqu'un qui n'était candidat nulle part et qui n'avait pas de parti, c'est-à-dire le général de Gaulle lui-même. À cet instant-là, il n'y a jamais eu qu'un seul moment où un homme a choisi un scrutin en considération de l'intérêt général. Pour le reste, dit-il, c'est toujours en considération de l'intérêt de parti. Donc c'est le général de Gaulle, c'est en 1945. Il n'est pas éligible et il n'a pas de parti. Eh bien, qu'est-ce qu'il a choisi? Vous le savez comme moi, le scrutin proportionnel départemental. C'est tout. Bon, bien, écoutez, on verra la suite la semaine prochaine. Voilà, c'était l'heure de vérité de M. Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Prochain rendez-vous le 6 mai avec François Léotard. Bonsoir.